Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu présent à notre invitation, donc à ce webinaire dédié aujourd'hui à la Digital Workplace au service du secteur public. Donc aujourd'hui, pour m'accompagner, Mathieu Vanny et Christophe Méquignon, que je laisse se présenter. Bonjour, donc Mathieu Vanny, je travaille chez Claranet France, je dirige la practice 365 Productivity que je vous présenterai un petit peu plus tard dans cette session. Donc voilà pour ma part. Et bonjour, Christophe Méquignon, donc je suis sales spécialiste au sein de cette practice 365 Productivity. Et pour ma part, Richard Lattasse, je suis en charge du développement du marché public au sein de Claranet France. Alors pourquoi ce webinaire sur la Digital Workplace au service du secteur public? La réponse est assez simple. En fait, du fait de l'avènement des nouveaux modes de travail, donc que ce soit le télétravail, le travail hybride ou encore le travail nomade, les organisations publiques, également les privées, mais à un autre degré, ont été poussées à mettre en place des solutions numériques pour accompagner cette mutation. Donc ce phénomène s'est accéléré ces derniers temps, on a pu le constater, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons. Et nos clients sont de plus en plus nombreux à nous solliciter pour les accompagner dans leurs projets de transformation et de modernisation de leur système d'information. Donc les besoins qu'ils mettent généralement en avant tournent autour de problématiques métiers qui peuvent être l'information, la communication. Donc comment je gère la diffusion de l'information et comment je mets en place des outils de communication dans mon organisation. Donc ça peut être des demandes de services de mail, de services de chat, de gestion de réseaux sociaux. Un autre axe tourne autour des référentiels documentaires, donc des besoins pour la mise en place de solutions de gestion documentaire. Comment je stocke mes documents, où je les stocke, comment je peux les indexer, quels sont les outils de recherche rapide que je peux déployer. Un autre point, et un des points importants, reste la collaboration d'équipe, donc des besoins qui tournent autour de la mise en place d'outils collaboratifs, donc que ce soit à usage des équipes internes ou bien des solutions étendues à une communauté projet, donc qui peuvent être des partenaires, des sous-traitants. Et enfin, la dématérialisation de processus. Donc cet axe vise à assurer de manière numérique des services qui étaient réalisés autrefois en mode présentiel, comme par exemple la signature numérique. Mais au-delà de ces enjeux métiers, les interrogations tournent autour aussi de sujets un peu plus techniques, notamment l'homogénéisation des outils. Donc, quel outil je vais choisir? Les outils que je vais choisir sont-ils compatibles avec mon système de référence? Une fois que j'ai choisi mes outils, comment je vais faire pour les implémenter? Donc, la question tourne autour de la maîtrise du déploiement initial. C'est une phase importante, le build dans le lancement d'un projet, et cette phase doit être assurée de manière sécurisée. Et une fois que j'ai choisi mes outils, je les ai déployés, comment j'en assure l'exploitation opérationnelle et la gouvernance au cours de la vie de la solution et du marché. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter comment les solutions 365 permettent d'orchestrer l'ensemble de ces enjeux, donc métiers et techniques, en facilitant l'adoption des utilisateurs dans un contexte où la mobilité est croissante. Donc l'agenda du webinaire, on va vous faire une petite présentation de Claranet en quelques mots. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'une Digital Workplace. Ensuite, on procédera à des démonstrations d'une Digital Workplace et d'une solution de gouvernance Teams. Et on étudiera les facteurs clés de succès de mise en place d'une Digital Workplace. On finira ensuite le webinaire par une session de questions-réponses. Alors, d'un point de vue organisationnel, le webinaire va durer environ 1 heure. Il est enregistré et sera disponible en mode replay sur le site de Claranet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat en ligne ou bien à intervenir au cours de la présentation. Donc, quelques mots rapides sur Claranet. Donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, Claranet accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Historiquement, nous avons construit notre expertise sur l'hébergement et l'infogérance des systèmes d'information de nos clients et de leur site web. Et au fur et à mesure du temps, nous avons déployé un catalogue de services à valeur ajoutée qui tourne autour des solutions de modernisation des systèmes d'information, donc des solutions orientées cloud. Donc on accompagne nos clients dans leur transformation cloud. Pourquoi aller dans le cloud? Quel provider choisir?
comment on y va, et une fois qu'on y est, comment on exploite et opère les plateformes. Second axe de notre offre, la partie sécurité. Donc en ces périodes où on entend souvent parler de ransomware, d'attaques, notamment d'hôpitaux, comment je fais pour sécuriser mes informations. Donc toute l'offre sécurité tourne autour de cette valeur. Ensuite, la data. La data représente une richesse pour l'organisation ou même pour les entreprises privées. Donc l'idée, c'est de voir ce que je peux faire ma data, comment je peux la collecter, comment je peux la stocker, comment je peux l'exploiter, comment je peux la traiter et en tirer valeur. Et une seconde offre autour des solutions Microsoft 365, donc qui est portée chez nous par la practice Productivity. Donc Mathieu et Christophe vous en font une présentation dans la suite de ce webinaire. Quelques chiffres sur Claranet. Donc Claranet, c'est un groupe international présent sur 3 continents et 9 pays, environ 2500 collaborateurs sur l'ensemble du groupe. Un petit focus sur la partie française. Donc en France, 650 collaborateurs. On a pris parti en fait de ne pas faire de l'offshoring et du nearshoring, c'est-à-dire que l'ensemble de nos équipes est réparti sur le territoire national. Donc nous avons 6 sites en France métropolitaine, les équipes sont basées à Rennes, Lille, Caen, Bordeaux, Toulouse, Nantes, pardon. En fait, le chiffre d'affaires de Claranet sur l'exercice 2020 s'élève à 115 millions d'euros et nous adressons environ 1600 clients publics et privés. Alors sur la partie publique, nous avons environ une centaine de clients publics pour un chiffre d'affaires récurrent annuel de l'ordre de 10 millions d'euros. Donc nous avons la chance et le plaisir d'accompagner de nombreux clients du secteur public dans leurs projets de transformation sur des problématiques métiers qui leur sont propres. Par exemple, sur le monde des médias, il y a un besoin de vélocité dans le déploiement des sites et des applications. Donc nous les accompagnons sur toute la transformation et l'évolution vers des solutions de type CI/CD, intégration continue, des gestionnaires applicatifs qui permettent d'augmenter le temps de mise en production des sites et des applis. Pour les ministères et les agences d'État, les problématiques sont un peu différentes. Elles tournent essentiellement autour des besoins de sécurisation des données. Donc on travaille beaucoup avec eux sur cette partie-là. Pour la santé, les problématiques vont tourner autour de la compliance et des certifications HDS, et notamment aussi autour de la sécurité. Et récemment, nous avons la chance, à travers la practice Productivity, de déployer des solutions de digital workplace pour des collectivités et des organisations dans le monde de l'éducation. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Mathieu et Christophe pour la suite du webinaire, notamment une présentation de la practice Productivity et la démonstration des digital workplace. Merci beaucoup, Richard. Donc, comme le disait tout à l'heure Richard, donc il y a un certain nombre de practices qui sont des pôles d'expertise dédiés chez Claranet France. Donc un zoom sur la practice Productivity, puisqu'aujourd'hui on va parler de Digital Workplace dans un contexte Microsoft 365. Donc c'est une équipe dédiée qui est répartie sur principalement 2 sites, Caen et Paris, qui donc porte cette expertise-là. On a également une collaboratrice en full télétravail du côté de Montpellier. C'est une équipe qui est évidemment certifiée sur ses métiers, donc un certain nombre de certifications Gold Microsoft, dans ce qui va nous intéresser. Cloud Platform, on parle évidemment des solutions cloud, Cloud Productivity, on est en plein dans le thème de la Digital Workplace. Nous sommes, comme tout Claranet France d'ailleurs, certifiés ISO 27001 pour garantir tout ce qui va concerner la sécurité des données qu'on est amené à manipuler dans le cadre de nos projets avec nos clients, qui plus est dans le secteur public, ça revêt encore plus d'importance. Et puis on a un certain nombre de partenariats établis dans l'écosystème Microsoft, donc des éditeurs qui proposent des solutions qui viennent compléter la suite Microsoft 365, donc des outils de migration, des outils de gestion, des outils de sauvegarde, des add-ons à Office 365. Je ne m'attarde pas beaucoup plus là-dessus. On intervient, nous, sur un ensemble d'actions auprès de nos clients, donc dès les phases de conception avec des consultants qui sont expérimentés avec, pour la plupart, plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la réalisation de Digital Workplace dans un contexte SharePoint, puis bien évidemment Microsoft 365. Donc on sait analyser les existants, identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être amélioré, faire de la planification, faire des audits,
des ateliers pour tester les solutions avant de se lancer dans le déploiement. On accompagne les clients sur toutes les phases de migration, donc la case GoTo 365, donc là, migration des boîtes aux lettres, migration des documents, qu'ils soient dans un intranet actuel, dans un système de fichiers, dans des solutions cloud X ou Y, migration de dispositifs SharePoint on-prem vers Office 365, migration Teams. Donc là, on a aussi des clients qui nous disent on a un tenant Office 365A, mais on fusionne avec telle entité, on doit aller chez eux, il faut migrer d'un tenant à un tenant. Donc voilà, on migre globalement à peu près tout vers Office 365. On a le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc la Modern Workplace, la Digital Workplace, anciennement on appelait ça un intranet, Christophe nous en parlera un petit peu plus loin en détail. Donc voilà, une vraie grosse expertise là-dessus, c'est globalement notre ADN historique, la réalisation d'intranet et de Digital Workplace dans un contexte Microsoft. Et puis viennent ensuite des services plutôt de run, c'est-à-dire de l'adoption, du change, du service managé, et puis Digital Workplace, je pense que vous le savez tous, ce n'est pas un projet que l'on termine à une date donnée et puis on en recose dans 5 ans, ça doit être une préoccupation continue sur la durée. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus sur la présentation de Productivity. Je vais passer la main à Christophe qui va nous présenter dans un premier temps ce que c'est qu'une Digital Workplace dans un monde Microsoft 365, d'un point de vue technique, hein, c'est un parti pris sur ce webinaire. Et puis ensuite, on va passer à la démo. Christophe, je te laisse la main, je vais faire défiler les slides. Ok, merci Mathieu. Donc on retrouve ici ton animal fétiche, le lémurien, qui voilà, illustre bien, je dirais, la posture de nos clients face à l'écosystème Microsoft, hein, qui est très très riche, constitué de nombreuses applications. Et nos clients effectivement se demandent comment exploiter au mieux, je dirais, cet environnement. Donc notre mission, clairement, elle est d'aider les directions métiers et les DSI à tirer le meilleur parti de 365, d'orchestrer effectivement l'ensemble de ces composants fonctionnels pour en tirer le meilleur parti et bien définir, je dirais, quelle solution mettre en place pour répondre à quel usage métier. Donc, parmi ces différents usages, ceux qui ne sont plus, je dirais, à démontrer sont ceux effectivement de la bureautique. Hein, ce sont des usages socles d'Office 365. Hein, on peut considérer Office 365 comme une extension naturelle effectivement du pack Office qui est bien connu et adopté, je dirais, par la grande majorité des utilisateurs. Et c'est effectivement un très bon, je dirais, tremplin pour ensuite développer le collaboratif à travers les outils serveurs proposés par la suite 365. Donc notamment sur le prochain slide, on retrouve effectivement des usages, je dirais, de stockage d'organisation documentaire et de collaboration documentaire. Et lorsque un client, je dirais, nous adresse un besoin, par exemple, de gestion documentaire dans cet écosystème 365, la réponse peut être multiple entre, je dirais, de la productivité personnelle, la productivité donc documentaire personnelle qui va être pourvue à travers des outils OneDrive, la collaboration documentaire en mode équipe, en mode projet, qui va pouvoir être pourvue via des outils de type Teams, Planner également pour l'organisation effectivement des tâches collaboratives. Et d'une autre part, la gestion documentaire, je dirais, de référence, là où on va vouloir vraiment structurer une gestion électronique de documents, une GED à un proprement parler, où on va pouvoir gérer tout le cycle de vie du document, les versions, les workflows d'approbation, sans parler bien entendu de toutes les métadonnées qualifiant les documents. Et là, ces référentiels, typiquement, sont plutôt stockés, je dirais, dans SharePoint Online. Donc, on va pour la gestion documentaire. On a effectivement une multitude de réponses possibles et il faut vraiment se focaliser sur les cas d'usage métiers que l'on souhaite adresser. Donc, même principe effectivement pour les outils, je dirais, de communication. Les réponses sont multiples en fonction effectivement des cas d'usage à traiter. Donc, est-ce que l'on souhaite adresser, je dirais, des réunions, donc où là on va privilégier des outils Teams pour couvrir, je dirais, les fonctionnalités de chat, les webconférences, les partages d'écran, voire, je dirais, les meetings adressés à un grand nombre, je dirais, d'utilisateurs, hein, via les live events par exemple.
La communication où on n'attend pas forcément une réactivité, je dirais immédiate, donc qui peut être réalisée par mail hein, via le client Outlook, hein, qui est une partie intégrante d'Office 365, et la communication plutôt en mode, je dirais transverse, soit à destination de l'ensemble de l'établissement ou à destination de communautés de pratiques ou communautés d'intérêt bien spécifiques qui peut être couvert effectivement par des outils comme Yammer. Là, on aurait pu également rajouter le logo SharePoint qui, dans beaucoup de cas historiques et encore aujourd'hui, est le canal par lequel la communication corporate est diffusée au sein d'un intranet. Voilà. Là, on met en avant sur ce slide le logo de Yammer, donc là on est dans la dimension réseau social d'entreprise qui fait également partie du périmètre Microsoft. La communication large, elle peut être effectivement aussi portée par des systèmes d'infocommunication dans SharePoint. Je crois que d'ailleurs tu vas nous en montrer quelques-uns, Christophe, dans les démos qui suivent. Ouais, tout à fait. Donc ces quelques slides illustrent, je dirais, la multiplicité des outils et illustrent également le fait qu'il est vraiment important de positionner au cœur des projets les contextes métiers, hein, les cas d'usage métiers à couvrir pour, je dirais, orienter les clients, nos clients vers, je dirais, les bons outils. Et l'objectif de la Digital Workplace est effectivement de fédérer l'ensemble de ces outils, l'ensemble de ces cas d'usage au sein d'un portail qui va masquer hein, la complexité, je dirais, applicative aux yeux des utilisateurs qui, eux, ont un cas d'usage à couvrir et peu leur importe effectivement que derrière, ce soit du SharePoint, ce soit du Teams ou du OneDrive qui soit utilisé. Donc, nous allons, à travers la démonstration qui suit, tâcher de vous démontrer la valeur ajoutée de la Digital Workplace pour aider à l'adoption côté utilisateur final. Je te laisse reprendre la main, Christophe, pour la partie démo, et puis je reviendrai sur les slides. Donc là, on est, voilà, il est 10h22. On va se faire une grosse vingtaine, voire 30 minutes de démo. Donc, comme l'évoquait Richard tout à l'heure, Digital Workplace dans un premier temps, puis dans un second temps, un zoom sur la gouvernance autour de Teams. C'est vraiment un sujet important en ce moment. Et puis, on reviendra ensuite sur quelques slides pour terminer avec donc les facteurs clés de succès pour que vos projets soient des réussites. Donc, voilà. Merci Christophe, à toi. Donc là, vous devez voir mon écran. Je te confirme, c'est bon. C'est bon. Okay. Donc ici, nous avons un jeu de démo d'une Digital Workplace hein, qui s'appuie sur un stock Office 365. Hein, donc là, on est en affichage plein écran, mais on voit bien que on a ici en affichant les headers accès aux tuiles, je dirais Office 365. Hein, mais on peut aux yeux des utilisateurs masquer cette partie-là pour afficher vraiment la Digital Workplace en plein écran. Donc, on retrouve sur cette page d'accueil un certain nombre de contenus, je dirais, d'information et de communication, de l'actualité corporate, remontée des actualités des départements sur lesquels, par ailleurs, l'utilisateur va pouvoir définir ses préférences d'affichage. Hein. Donc, si je veux afficher les contenus communication et corporate, je sauvegarde et mon affichage va être mis à jour en fonction de ses préférences. Je retrouve des remontées d'événements hein, gérées avec l'agenda de la Digital Workplace, des contenus valorisés, donc par exemple des contenus valorisés depuis le site RH avec les nouveaux arrivants, les offres d'emploi, anniversaires ou les dernières procédures publiées par la RH, des sondages express, et puis la remontée de flux multimédia, notamment de flux vidéo, donc qui pourraient être des flux stream hein, Microsoft ou des flux externes YouTube. Hein. Ici, par exemple, c'est une remontée de flux YouTube de la chaîne Claranet. La Digital Workplace, ça va permettre effectivement de traiter et de fédérer des sujets divers et variés. Alors, on peut commencer par des sujets, je dirais, d'information et de communication, hein, donc communiquer, je dirais, sur la vie de l'entreprise, de l'établissement, des services, à travers effectivement la publication d'actualités, par exemple. Donc là, on voit effectivement un slider qui est affiché.
La Digital Workplace va pousser un composant fonctionnel, je dirais, intégralement packagé, qui va comporter la valorisation des contenus sur la page d'accueil, qui va comporter, je dirais, la page détail, je dirais, de l'actualité, mais également, je dirais, une page de recherche globale où on va effectivement retrouver l'ensemble des actualités et des facettes d'affinement, je dirais, en fonction des différentes thématiques qui ont permis de qualifier effectivement ces contenus d'actualité. Donc là, la Digital Workplace, effectivement, porte le composant packagé qui va pouvoir être mis en service vraiment très, très rapidement, alors que ce soit sur des sujets d'actualité, mais on retrouve effectivement le même principe, par exemple, sur, je dirais, par exemple, des petites annonces. On va avoir le moteur de recherche général, la page détail et la promotion éventuellement du contenu sur la page d'accueil. On va retrouver ce même type de fonctionnement sur des composants tels que les offres d'emploi ou les nouveaux arrivants. Voilà, donc des composants vraiment packagés, clés en main et rapidement opérationnels. Bien sûr, associé à cela, on a, je dirais, toutes les fonctionnalités de contribution. Donc, si on va sur une actualité détaillée, on va pouvoir, grâce à la moderne expérience SharePoint Online, pouvoir vraiment facilement rédiger les contenus dans un contexte WYSIWYG, what you see is what you get. Et le contributeur autorisé eh bien, va pouvoir agencer son contenu, sa page, en rajoutant par exemple des colonnes et dans ces nouvelles colonnes, ajouter des composants de rédaction, par exemple du composant texte, du composant image, etc. Donc, on a complètement effectivement la main pour agencer ces contenus dans la Digital Workplace et pour traiter efficacement les sujets d'information et de communication. En l'occurrence, ma page s'appuie sur un modèle qui requête, je dirais, les actualités de la même thématique, donc qui suggère du contenu, et également la possibilité de commenter les contenus. Et là, effectivement, on retrouve, vous voyez, le petit Y, une fonctionnalité Yammer qui est intégrée, je dirais, à la Digital Workplace. Une fois, je dirais, ces contenus rédigés, bien simplement, on va pouvoir, je dirais, les sauvegarder en brouillon, les mettre à jour, les publier directement, et également, point intéressant, permettre, je dirais, aux contributeurs d'enregistrer la page en tant que modèle. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, effectivement, pour pouvoir rappeler des mises en forme lorsqu'on a de nouvelles contributions à réaliser. Et ça, on va le retrouver ici. Créer une nouvelle publication d'actualité. Et lors de l'appel de cette fonctionnalité, les modèles à disposition me sont exposés pour, encore une fois, faciliter le travail de contribution au quotidien. Donc les sujets d'information et de communication sont traités vraiment efficacement. Ensuite, vous avez un certain nombre d'outils qui sont à disposition, qui sont des outils également clés en main et rapidement opérationnels, notamment, je dirais, le hub des notifications, où on va pouvoir avoir un rendu rapide, je dirais, des nouveaux contenus qui ont été publiés sur la Digital Workplace, un contenu qui m'intéresse parce que je me suis abonné à tel site, à telle personne, à tel document, et dès lors qu'une modification est apportée sur ces éléments-là, eh bien, cela s'affiche dans le centre de notification. De la même façon, des outils indispensables que sont ceux de la recherche, où là, la Digital Workplace, effectivement, va me proposer des outils facilitant l'accès à l'information. Donc, rechercher dans des typologies de documents, rechercher sur des personnes, rechercher sur l'intégralité du site ou sur certains sous-sites ou sur les bases documentaires, par exemple. Donc, je fais une recherche, je dirais, sur l'ensemble des contenus. Et donc voilà, j'ai un affichage qui est, je dirais, pré-câblé pour m'exposer les différents résultats de recherche thématisés, donc par actualité,
par personne, par espace, par document, etc. Et avec toujours les facettes d'affinement qui se retrouvent sur la gauche de l'écran et qui sont vraiment entièrement personnalisables en fonction, je dirais, des métadonnées qui vous sont propres. Donc, parmi ces outils, on va retrouver un point important qui est la partie favoris, puisque la Digital Workplace peut vraiment constituer le portail d'accès à l'ensemble de vos applications métiers. Donc, on va retrouver ici les liens applicatifs qui peuvent être thématisés, hein, donc les liens RH, les liens IT. Je vais pouvoir flaguer une application comme étant une application favorite, par exemple Claranet Academy, de sorte à la retrouver, je dirais, dans mes applications favoris en tête de module. Ce service d'application favori, j'ai le pendant sur la partie site. Donc ça, ce sont les sites de la Digital Workplace. Dès lors que celle-ci prend de l'embonpoint, ça peut être intéressant de flaguer des sites comme étant des sites favoris pour avoir des liens directs vers les sites que j'utilise le plus fréquemment. Et je retrouve le pendant également sur les sites Internet. Donc ça va venir se substituer aux favoris Internet, mais sans être lié, je dirais, au navigateur que vous utilisez, hein, puisque là, c'est lié à votre profil utilisateur. Et donc, quel que soit le poste depuis lequel vous vous connectez, eh bien, vous retrouverez vos favoris Internet. On va retrouver effectivement un certain nombre d'informations statistiques liées à l'utilisation de la page, par exemple. Et des services à destination des contributeurs, des rédacteurs, alors plutôt les rédacteurs, je dirais, occasionnels, afin effectivement de leur faciliter, je dirais, le travail et d'exposer les possibilités de contribution sur chaque espace du site sur lesquels ils se trouvent en fonction des droits qui sont les leurs. Donc, par exemple, là, sur la page d'accueil, j'ai possibilité de créer des éléments de type alerte, de type nouvelle application catégorisée ou de type document. Si j'étais effectivement sur un autre espace, par exemple l'espace actualité, j'aurais possibilité directement depuis ce raccourci de créer une nouvelle page d'actualité. De la même façon, je vais retrouver un dashboard de mes contributions qui me permettent de visualiser quels sont je dirais, les éléments que j'ai récemment postés, ainsi que certaines informations par rapport à la date de début de diffusion, date de fin de diffusion, le nombre de vues, de likes, et éventuellement le statut d'approbation. Si j'ai inséré un workflow d'approbation sur les contenus, je vais pouvoir visualiser où en sont les validations sur les contenus que j'ai suggérés. Voilà. Donc des outils, je dirais, facilitateurs qui, encore une fois, favorisent, je dirais, l'adoption des utilisateurs de la Digital Workplace et masquent complètement l'écosystème applicatif Office 365. J'ai également possibilité, si j'ai les droits, de créer un site depuis la page d'accueil ou depuis, je dirais, un sous-site, depuis, je dirais, les fonctionnalités modernes, et donc en appelant des modèles de sites qui sont pré-câblés et qui me sont, je dirais, exposés par les administrateurs. Donc voilà. Un team site Claranet, un site d'équipe, etc. Donc là, je peux exposer vraiment les différents modèles qui sont à disposition. Donc parmi les outils clés, bien entendu, on a également des fonctionnalités que je vous indiquais tout à l'heure, les offres d'emploi, les nouveaux arrivés, et puis l'annuaire qui est une fonctionnalité incontournable, je dirais, sur une Digital Workplace, et donc qui est connecté dans un contexte Office 365 à des contenus je dirais, provenant de votre annuaire Active Directory et enrichi de contenus Delve, où là on va pouvoir effectivement visualiser un certain nombre d'informations, par exemple le positionnement hiérarchique de la personne dans l'organisation, les derniers documents publiés par la personne, etc. Donc ça, ce sont vraiment des contenus Delve, mais qui sont exposés de façon, je dirais, transparente aux utilisateurs via la Digital Workplace.
Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait possibilité d'appeler des modèles de sites. Donc, ces modèles de sites, ils peuvent être simples à complexes. Donc là, par exemple, j'ai packagé un site, je dirais, assez simple qui a été diffusé sur le site communication, par exemple, où je vais retrouver les actualités de la communication, les applications de la communication, les prochains événements organisés, la remontée de flux externes, donc RSS, par exemple, les flux YouTube, qu'on voyait tout à l'heure sur la page d'accueil, mais avec un rendu un peu différent. Et puis la remontée, je dirais, de flux de réseaux sociaux. Donc là, ce modèle de site, il est vraiment très très simple. C'est une page avec, je dirais, un certain nombre de fonctionnalités. Après, on va pouvoir packager des collections de sites un peu plus étoffées. Et par exemple, le site RH, donc là, qui est constitué de contenu d'information, de communication, de valorisation de contenu sur les nouveaux arrivants, sur les promotions internes, sur les offres d'emploi. On a également packagé, par exemple, un formulaire de demande de déplacement pour les collaborateurs. Donc là, qui est réalisé en fait avec l'application Power Apps, qui est une partie intégrante de Office 365, mais qui est intégrée effectivement de façon transparente, encore une fois, dans la Digital Workplace. Donc les contenus récents publiés par le service RH, le flux conversationnel de la RH, donc là de la même façon, j'ai un flux Yammer qui est intégré, je dirais, au site RH, et on retrouve un certain nombre d'applications avancées dans le package de la collection de sites, et notamment des fonctionnalités de contribution documentaire. Donc là, on arrive sur un autre volet de la Digital Workplace, qui est la gestion électronique de documents, donc qui est, je dirais, une force d'Office 365 à travers SharePoint Online, qui va vous permettre de gérer vraiment des dispositifs simples à complexes de gestion documentaire, de knowledge management, en étant, j'irais également très intégré à la suite Office. Donc typiquement sur votre bibliothèque, bien, vous allez pouvoir directement ajouter de nouveaux contenus, donc vierge, en appelant les applications web Office, ou en appelant des documents précablés. Donc là, je n'en ai pas sur le jeu de démo, mais on pourrait très bien imaginer appeler un modèle de contrat ou un autre modèle de document qui viendrait effectivement préformater dans la bibliothèque de documents, et qui intégrerait également, via les Quick Part Office, les métadonnées en interaction avec les métadonnées qui sont insérées dans la bibliothèque de documents. Donc on voit ici sur la navigation dans la bibliothèque à proprement parler qu'on a capacité, je dirais, à assurer des filtres, des tris par effectivement thématique ici. Par exemple, je ne veux voir que les documents administratifs et corporaux. Voilà, mon affichage va être, je dirais, contextualisé, et je vais pouvoir enregistrer cet affichage, je dirais, pour l'exposer, je dirais, aux utilisateurs. Pardon. On a par ailleurs, je dirais, sur ces bibliothèques documents, accès également aux facettes d'affinement qui vont me permettre, encore une fois, d'optimiser, je dirais, la recherche sur les contenus, puisque je vais pouvoir, en fonction d'une requête de recherche réalisée sur la bibliothèque, filtrer encore une fois les résultats d'affichage par les métadonnées qui sont associées à la bibliothèque de documents. Là, Christophe, on voit ta colonne diffusion qui fait apparaître des statuts spécifiques suivant les documents, externes, internes. Là, on voit qu'on est aussi dans l'intégration de fonctionnalités avancées d'Office 365, comme peuvent l'être Azure Information Protection, où on vient poser des labels sur des documents qui viennent du coup enrichir ces bibliothèques de documents, et surtout mettre de la gouvernance autour de ce qu'on peut faire des documents. Est-ce qu'on peut les télécharger, les envoyer par mail ou pas, en fonction de leur label. C'est des choses qui peuvent être possibles ou pas, et en fonction de qui on est en tant qu'utilisateur. Donc, on voit bien que la puissance d'Office 365, elle est au rendez-vous, et on intègre tout ça dans un espace ergonomique et graphique cohérent, comme le présente Christophe là.
Tout à fait. Donc là, par ailleurs, sur les fonctionnalités avancées, hein, comme tu l'évoques, sur un document à proprement parler, on va pouvoir, par exemple, gérer vraiment le cycle de vie du contenu avec l'historique des versions sur les documents, donc visualiser, je dirais, les précédentes versions du document et éventuellement faire un retour arrière et restaurer, je dirais, une précédente version, hein. Donc, bien entendu, sur chaque version, on trace les éléments qui ont été modifiés et éventuellement, le contributeur peut ajouter des commentaires détaillant le pourquoi du comment il a réalisé effectivement les modifications sur le document. Par ailleurs, sur le document, on a possibilité de lancer des workflows d'approbation en appelant Power Automate, qui est également une partie intégrante d'Office 365. Donc, soit en lançant une demande de validation simple, soit en lançant, je dirais, en créant un flux vraiment custom sur ce document ou sur cette bibliothèque. Et là, on va basculer effectivement sur la partie Power Automate, qui illustre le fait que sur un workflow donné, sur la création d'un workflow custom est apporté, je dirais, de Power User, hein, puisqu'on a accès à des outils, je dirais, no-code, qui vont permettre de détailler étape par étape le cheminement du workflow et d'insérer, je dirais, pour chacune des étapes, les variables de paramétrage qui vont bien. Mais tout cela, je dirais, sans renseigner la moindre ligne de code. Il nous reste un peu moins de 20 minutes, Christophe, pour Oui. la suite de la démo et puis des facteurs Voilà. clés de succès, les questions-réponses. Tout à fait. Donc rapidement, je voulais vous montrer quelques fonctionnalités récemment publiées, je dirais, sur les Digital Workplace, et qui sont des fonctionnalités assez intéressantes, je dirais, pour dynamiser votre réseau de contribution au sein de l'établissement. Donc c'est tout ce qui concerne les fonctionnalités d'employee advocacy. Qui sont destinés à motiver, je dirais, les utilisateurs à valoriser l'entreprise, à valoriser l'établissement, à valoriser vos contenus. Et par le biais de ces fonctionnalités, le service communication, par exemple, hein, va promouvoir des contenus d'information sur votre établissement, contenus d'information qui sont diffusés sur des sites internet, hein, donc soit sur votre site internet corporate, soit sur des sites internet tiers qui font la promotion de vos activités, de vos services. Donc ces contenus internet vont être récupérés dans la Digital Workplace et on va motiver, je dirais, les utilisateurs à en assurer la promotion sur leurs propres réseaux sociaux, donc en proposant je dirais, des promotions vers leur Facebook, vers leur Twitter, vers leur compte LinkedIn, etc. L'utilisateur va également avoir capacité à suggérer au service communication des liens parce qu'il a vu un article sur tel site web concernant votre établissement, il a repéré un document, je dirais, sur Internet qui pourrait être, qui évoque, je dirais, vos activités et qui pourrait être promu, je dirais, par l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui tendent effectivement à se développer au sein des Digital Workplace et qui sont, je dirais, associées à de la gamification à côté utilisateur, puisqu'au fur et à mesure des contributions que vont réaliser les contributeurs, au fur et à mesure des promotions qu'ils vont réaliser sur les réseaux sociaux, ils vont gagner, je dirais, des notes et des badges. Hein, on voit ici sur un autre site avec, je dirais, un classement ludique des meilleurs contributeurs ou des meilleurs promoteurs effectivement de vos activités. On retrouve effectivement les différents badges acquis et le nombre de points acquis par chacun des collaborateurs, histoire de donner un peu de fun à la Digital Workplace. 15 minutes, il reste. Voilà. Donc rapidement, pour traiter la partie collaborative, on a également accès, je dirais,
à travers la Digital Workplace au dashboard de l'utilisateur, où on va retrouver des contenus provenant de Delve, par exemple le profil de l'utilisateur. Bien entendu, en fonction de mes autorisations, je vais pouvoir modifier ces éléments-là pour les exposer à mes collègues. Je vais accéder à tous les flux Yammer auxquels je participe, de façon, donc je vais accéder à cela de façon centralisée. Mes équipes collaboratives, que ce soit des équipes Teams, des Groups ou Yammer, les derniers documents que j'ai publiés, etc. Bien entendu, la remontée d'informations d'Outlook sur mes derniers mails, mes prochains rendez-vous ou mes tâches To-Do ou Planner que j'ai à exécuter. Ensuite, sur la partie collaborative, l'avènement effectivement de Teams implique également la maîtrise de déploiement de ces environnements et le respect des règles de gouvernance qui ont été définies, je dirais, en centrale par votre établissement. Gouvernance, que ce soit les policies liées à la sécurité, liées au cycle de vie des équipes, etc. Donc, associé à la Digital Workplace, on va retrouver des outils, je dirais, de gouvernance de vos espaces collaboratifs. Donc ici, on illustre ce mode de fonctionnement avec l'outil Powell Teams, notre partenaire Powell Software, qui est encore une fois un outil facilitant et encadrant, je dirais, l'utilisation du collaboratif MS Teams en s'appuyant sur des modèles. Donc, on retrouve ici l'annuaire des Teams aux yeux du collaborateur. Je vais avoir mes Teams favoris, l'ensemble des équipes auxquelles je participe, les équipes qui sont promues, je dirais, par l'administration du dispositif, mettre en avant des Teams qui peuvent m'intéresser. Et lorsque je vais vouloir créer une équipe, bien simplement, je vais m'appuyer effectivement sur des modèles qui me sont encore une fois exposés, je dirais, par l'administrateur du dispositif. Donc appelé par exemple une réponse à appel d'offres. Donc voilà, j'ai un modèle de Teams, réponse à appel d'offres que je vais pouvoir charger et qui va venir pré-câbler avec les canaux nécessaires pour répondre à un appel d'offres et l'ensemble des applications associées, je dirais, à chaque canal. Donc je vais utiliser ce modèle. Les règles de gouvernance me permettent de renseigner effectivement un certain nombre de métadonnées pour qualifier, je dirais, le modèle de Teams, intégrer le nom du Teams qui va venir s'intégrer au plan de nommage, qui est sur l'exemple déterminé en fonction des métadonnées qui y sont associées. Si effectivement mon Teams est plutôt sur un projet finance, vous voyez que le plan de nommage du Teams est mis à jour. Description pour faciliter l'accès à l'information et une localisation qui m'est demandée. Donc, le modèle que j'ai sollicité est par défaut un modèle privé, donc je n'ai pas la possibilité de choisir privé et public. Mais par contre, il m'impose également des propriétaires. Donc, pour un nouvel espace collaboratif dédié réponse à appel d'offres, par défaut, les propriétaires associés seront Christophe Miquignon et Séverine Baron. Et un membre de l'équipe, j'ai David Dupré, qui est également imposé. Par contre, on voit que sur les membres de l'équipe, il m'en faut obligatoirement 2. Donc ça, c'est une policy que je peux également intégrer dans le modèle de Teams, imposer à avoir un nombre minimum, je dirais, de membres sur une équipe collaborative. Donc petit rappel des éléments renseignés et mon équipe est créée. Donc de la sorte, je facilite grandement le travail des utilisateurs dans la création de nouveaux espaces collaboratifs, tout en respectant les policies qui ont été définies en amont par l'administration centrale et qui sont définies ici dans les modèles d'équipe. Donc rapidement pour finir, j'irai sur cette démonstration. Petit effet démo. Il en faut toujours un. Voilà.
Donc là, on a vu la Digital Workplace qui s'appuyait sur SharePoint Online dans un contexte Office 365, qui consommait des contenus issus des différentes autres briques ou qui donnait accès à des actions possibles portées par des autres briques. Donc, comme on a vu la Power Platform, on a vu Yammer, on a vu l'intégration de Delve, l'intégration de Stream pour ce qui est toute la partie canal vidéo de l'entreprise, etc. L'ensemble de ces briques Office 365 qui peuvent être consommées indépendamment les unes des autres sont agrégées dans une Digital Workplace unifiée d'un point de vue graphique, ergonomique, etc. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir l'utilisateur à bord qui s'y retrouve, qui navigue aisément là-dedans et qui consomme les services, quelle que soit la techno sous-jacente. Voilà, que ce soit un workflow, que ce soit un OneDrive, une vidéo stream ou autre, l'objectif pour nous et pour vous, c'est de mettre à disposition des fonctionnalités, des services qui s'appuient sur des technos X ou Y dans un univers cohérent. Et puis comme Teams est devenu un outil collaboratif central dans toutes les organisations, que ce soit privées ou publiques aujourd'hui, l'idée de la gouvernance Teams, c'est évidemment de permettre que ce soit pas trop la foire, et que quand on crée un nouvel espace, on puisse s'appuyer sur des modèles, sur des conventions de nommage, sur un certain nombre de règles de gouvernance associées à ces modèles. Évidemment, toutes ces règles sont réfléchies en amont lors de la phase projet. Christophe, je te propose peut-être de passer sur les slides. Oui, tout à fait, je te laisse reprendre. Ouais, je reprends la main, tu me dis si ça fonctionne pour cette fin de démo. Moi, je reprends la main, il nous reste 10 minutes, donc on est plutôt bien dans le timing. Je vais vous parler des facteurs clés de succès d'un projet Digital Workplace. Donc, ce qui est important de bien préciser également dans le cadre d'un projet de ce type-là, c'est quelle gouvernance on veut mettre en place. Donc en fait, ça consiste en quoi cette gouvernance? C'est de trouver le bon équilibre entre la sécurité légitime que vous attendez tous dans vos espaces, dans vos systèmes d'information, et puis la liberté qu'on permet aux utilisateurs. C'est un équilibre qui est délicat à trouver parce que l'objectif, c'est de lutter contre un mot que vous avez entendu, un terme que vous avez déjà entendu, qui est le shadow IT. C'est de lutter contre le fait que les utilisateurs s'évadent ailleurs du système d'information parce qu'ils n'y trouvent pas satisfaction. Alors, on pourrait avoir comme exemple des utilisateurs qui veulent travailler en mode projet avec des gens qui ne sont pas d'autres organisations, des partenaires, des fournisseurs, des clients ou autres, alors que cette règle est interdite chez vous. Et ben, si vous ne leur permettez pas de le faire à travers une politique de gouvernance bien définie, ils vont peut-être partir faire leurs affaires sur WhatsApp ou Dropbox pour se partager des documents, etc. Or, ce ne sont pas des briques intégrées dans votre système d'information, et là, on a une problématique de gouvernance de la donnée, de maîtrise de la sécurité, etc. Donc, c'est vraiment une histoire d'équilibre pour permettre aux métiers, aux utilisateurs de faire ce qu'ils ont besoin de faire pour leur activité courante et quotidienne, tout en maîtrisant les aspects de sécurité, en permettant aussi à l'IT de s'y retrouver. Donc là, on va parler de convention de nommage, on va parler de groupes de sécurité, on va essayer de structurer un petit peu les choses pour qu'Office 365, ça ne soit pas la foire ni pour les utilisateurs, ni pour les IT, et que ça apporte du service à tout le monde. C'est évidemment un sujet autour de la gestion du stock documentaire et de permettre l'expérience utilisateur. Toutes vos populations n'ont pas les mêmes besoins. Donc en fait, cette gouvernance, il va falloir la définir par population. Des personnes dans les services administratifs, ou des personnes qui sont sur le terrain en mobilité, ou des élus, bref, n'importe quel type de population que vous avez dans vos organisations publiques, n'ont pas forcément les mêmes besoins en termes de sécurité de la donnée, en termes de liberté, de partage vers l'extérieur, ce genre de choses. Donc on va vous aider, nous, à définir en fonction de ces populations, quelles sont leurs attentes, et puis on va challenger les possibilités offertes par Office 365. Par exemple, je veux partager un document vers l'extérieur. Là, on a un exemple avec cette fonctionnalité dans Teams. Alors, si je essaye de zoomer un petit peu là-dessus, excusez-moi, je reviens sur la page. Voilà, donc si j'active par défaut le partage externe, c'est quoi la description du service? Est-ce que j'ai des licences spécifiques? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce que ça a comme impact sur globalement l'interface utilisateur et dans quel cas faut privilégier ce scénario. Si je le désactive, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si j'autorise du partage externe, mais que je le lie à la classification qu'on évoquait tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez quand Christophe présentait la bibliothèque de documents, on avait des docs internes, des docs externes. Donc on pourrait dire, OK, on partage, mais pas tout. Donc on lie ça à la classif. Quels sont les impacts d'un point de vue licensing? Voilà. Nous, notre job, c'est de dire, en fonction de vos exigences,
gouvernance. Qu'est-ce que la plateforme Office 365 permet de faire et de vous guider dans le choix. Le choix vous appartient, donc c'est la petite brique que j'ai mis en bas là, il va falloir choisir. Nous, on n'arrive pas avec une gouvernance préétablie en disant c'est ça la gouvernance d'une digital workplace. On va plutôt vous aider à définir votre propre gouvernance à travers les possibilités offertes par la plateforme et notre expertise pour paramétrer tout ça correctement et vous en confier les clés. Une fois qu'on a défini cette partie gouvernance, il faut bien intégrer qu'une digital workplace, c'est pas parce qu'on a terminé le projet, qu'on a chargé les contenus, qu'on est prêt à mettre en production, à mettre en ligne la plateforme, que les utilisateurs vont l'adopter par défaut, par magie d'un seul coup. Donc il faut lier à ces projets-là le plus souvent une démarche d'adoption. Donc on va structurer cette démarche d'adoption avec une phase préparatoire. Quelle est l'équipe qui va conduire cette adoption-là? Quels objectifs sont définis, quels indicateurs du coup on va suivre pour vérifier l'atteinte des objectifs, quelle stratégie de gouvernance comme je l'évoquais plus haut, comment on va structurer, coordonner dans le temps notre plan d'adoption, la communication associée à tout ça, comment on mobilise les sponsors. Donc les sponsors, c'est les directions de services, les directions d'établissement, les managers, etc. Comment on les embarque dans ce projet global. Ensuite, donc les termes sont variés en fonction des gens avec qui vous discutez. Parfois, on parle de champions, d'ambassadeurs, de power users, bref. L'idée, c'est de définir une communauté de relais locaux qui vont être capables de bien maîtriser cette nouvelle digital workplace et d'aider leurs pairs, leurs collègues, dans les usages que ces derniers seraient amenés à pouvoir faire sur la digital workplace en connaissance de cause. Donc, on va formaliser ces communautés d'ambassadeurs avec vous, avec vos équipes RH, avec vos équipes métiers. Combien sont-ils? Est-ce que vous avez déjà des relais IT existants? Si oui, c'est probablement eux les bons candidats pour devenir des ambassadeurs. On va former ces ambassadeurs-là. Quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur? Pourquoi vous êtes ambassadeur? Combien de temps ça dure? Quel temps ça vous prend? Quelle action on va vous demander? Voilà. Et puis, on va également, dans ces phases préparatoires, faire un sondage global auprès de l'ensemble des utilisateurs. Enfin, du moins, c'est une suggestion, c'est ce qu'on fait régulièrement, ça marche plutôt pas mal. L'objectif de ce premier sondage, c'est de recueillir le niveau de connaissance de vos utilisateurs par rapport à la Digital Workplace Microsoft 365. Est-ce qu'ils la connaissent déjà? Est-ce qu'ils sont complètement novices? L'objectif, ça va être de permettre aux ambassadeurs de dire nous avons des populations disparates dans l'organisation. Il y en a qui maîtrisent bien, il y en a qui maîtrisent moins bien, il y en a qui vont être sur des usages avancés, il y en a qui vont être plutôt novices et qu'il va falloir accompagner d'une manière différente. L'objectif, c'est de préparer un petit peu tout ça. Ensuite, on déploie les outils. On lance le plan de com, on peut former une partie des utilisateurs, les power users, les gens qui font de la contribution, et puis on va commencer à animer cette communauté d'ambassadeurs. Et ensuite, on passe dans la partie animation courante. Donc, What's New, c'est en gros quelles sont les nouveautés Office 365 ou les nouveautés déployées dans les Digital Workplace, puisqu'on peut être aussi sur une logique de déploiement continu. On va vérifier que les outils de communication qu'on a utilisés sont pertinents, ils sont efficaces ou pas. Et s'ils ne le sont pas, on va corriger le tir. Donc, on va améliorer la communication. Donc, ça, c'est ce qu'on fait régulièrement. On va continuer, évidemment, cette animation de communauté. Donc, en gros, on réunit les ambassadeurs tous les 15 jours. Ils viennent pas. Ça dépend de leur activité courante. Mais l'objectif, c'est de partager avec eux, nous, en tant qu'intégrateurs, partenaires, eh bien, des infos sur les nouveautés pour les tenir informés, que eux reviennent vers nous en disant j'ai rencontré telle difficulté, j'ai essayé d'aider tel utilisateur, ça a bien marché. Donc, du coup, si on détecte des succès, on va essayer de les reproduire. Si on détecte des difficultés, on va essayer de les corriger, de les contourner, en tout cas d'y répondre. Et puis, quand ça sera à nouveau permis, on pourra peut-être refaire des événements. Donc, on en faisait par le passé, il y a un peu plus d'1 an. Donc, des Teams Coffee, voilà, on va venir poser un stand quelque part dans une de vos agences et puis on va inviter les utilisateurs à venir poser des questions s'ils le souhaitent avec des démos en présentiel, en physique, éventuellement avec des goodies, ce genre de choses. Et puis, on va être dans un cycle de répétition de cette démarche d'adoption. On continue les enquêtes utilisateurs, on continue évidemment d'analyser les indicateurs, on remobilise les sponsors si c'est nécessaire, et on ajuste les outils. Donc, il faut vraiment s'inscrire au-delà de la partie technique de réaliser une digital workplace dans une logique d'accompagnement de vos populations. Donc là, vous avez un exemple d'outil, kit de com, devenir un ambassadeur, la journée d'Amélie dans l'organisation, donc voilà, un parcours type qui peut être distribué sous forme de flyer, des affiches quand on fait des événements, des applications pour le suivi des ambassadeurs, le fait de décerner des badges comme évoqué Christophe tout à l'heure.
On arrive, nous, avec des outils pour faire des enquêtes et des sondages. Et puis, en général, on associe tout cela, bien évidemment, à un portail de e-learning pour, en gros, centraliser les contenus qui vont permettre d'accompagner le changement de manière structurée pour que les utilisateurs s'y retrouvent. Donc voilà ce qu'on voulait vous raconter ce matin. On est arrivé au bout de notre session d'une heure. Donc merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va vérifier avec Marine s'il y a eu des questions pendant cette session. J'en ai du coup noté. On va commencer par la première question. C'est où sont stockées les données? Donc là, on vous a fait une présentation d'une Digital Workplace dans un contexte Microsoft 365. Donc Microsoft, donc on est dans le cloud Microsoft. Les services 365 de Microsoft sont hébergés dans les data centers Azure de Microsoft. Il y en a plusieurs à travers le monde, évidemment. Depuis, je dirais, 3 ans maintenant, il y a un data center en France. Donc, pour tout nouveau client Microsoft 365 dont l'adresse de facturation est localisée en France, eh bien, par défaut, le data center dans lequel vont se trouver les données, eh bien, est le data center Microsoft France. Donc, d'un point de vue géographique, vous êtes localisé sur le territoire. Et puis, c'est un data center qui est en plus des conformités ISO 27001 classiques, etc., également conforme HDS pour tous ceux qui auraient des besoins spécifiques dans le cadre de l'hébergement de données de santé. Et puis, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi regarder quels services on utilise, puisque les services principaux, SharePoint, Exchange, Teams, OneDrive, bon, j'en oublie, sont effectivement localisés en France. Parfois, il y a des petites subtilités auxquelles il faut faire attention. Parce que, par exemple, le service Yammer, donc le réseau social d'entreprise fourni par Microsoft, à vérifier si c'est encore d'actualité, mais jusqu'à peu de temps, si vous utilisez ce service, les données de Yammer, en fait, elles ne sont pas en France, elles sont aux US. Donc, c'est peut-être des arbitrages à faire de votre côté en disant, Yammer, ok, c'est sympa, sauf que moi, c'est no-go parce que les données sont aux US, ce genre de choses. Mais bon, pour les services principaux qu'on évoquait juste avant, c'est en France. Si vous le souhaitez, ça peut être à Dublin, ça peut être à Amsterdam pour la plaque européenne, et puis ça peut être évidemment localisé à travers le monde, voilà, sur les autres continents, si c'est un besoin pour vous. Merci Mathieu. Je t'en prie. On va passer à la deuxième et dernière question. C'est quelle est la durée moyenne d'un projet? C'est très variable. On déploie des digital workplace très rapidement en se basant sur des fonctionnalités courantes, classiques qu'on rencontre à chaque fois, un peu ce que Christophe vous a présenté tout à l'heure. Donc là, on peut faire des projets, on va dire, avec une charge de 30 jours qui s'étale sur... on a déjà fait des projets en 1 mois, alors c'est très speed, il faut être prêt en termes de contenu, etc. C'est plutôt 2 mois sur ces petits projets-là, et puis on a d'autres projets beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus conséquents, sur lesquels on va, au-delà des fonctionnalités classiques, Infocom, GED, Collab, etc., déployer des applicatifs métiers qui sont souvent liés à la Power Platform, donc tout ce qui est workflow, formulaire, dématérialisation de processus. Et là, ça peut être des projets qui s'étalent sur plus de 200 jours. Donc, c'est vraiment très variable. Ça va aller de 20-30 jours de boulot à plus de 200 en fonction du périmètre fonctionnel que vous souhaitez adresser. Merci Mathieu, ce sera tout pour les questions aujourd'hui. Très bien. Merci tout le monde. Bonne journée, bonne semaine. Et puis à bientôt. Merci pour votre attention. À bientôt, Merci, au revoir.